Attention, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays. Un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 23 novembre 2020. Pour 1h30, nous serons ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, dans notre émission en compagnie de Greg Hassen chaque lundi, nous allons donc découvrir un nouveau personnage. Nous allons partir du côté du 14e, 15e siècle pour aller à la découverte donc d'un savant algérois, donc bien d'Alger, Ibn Merzouk. Yazid Et Mehiddin, donc dans l'instant d'Ibn, nous fera découvrir un autre roman de Mohamed Dib. Il s'agit du Cours sur la rive sauvage. Il s'agit donc il est plein de poésie qui invite à la réflexion, donc à l'amour, à la mort, mais aussi à l'éternité. Ce matin, nous allons nous intéresser encore une fois à cette pandémie donc du coronavirus, mais surtout l'ordre mondial. Comment agir pour combattre ce virus? Ce sera en compagnie d'un journaliste. Ce sera un journaliste donc de la chaîne 3 qui se spécialise dans les questions santé. Aussi, toujours pour le coronavirus, mais cette fois-ci l'Afrique, elle, comment fait-elle face à ce coronavirus? Nous aurons parmi nous donc Mohamed Yahyaoui qui nous parlera de cette thématique, l'entrepreneuriat et le leadership féminin ainsi que la promotion de l'écosystème des startups. Ce sera aussi un sujet aussi auquel nous allons nous intéresser ce matin à travers d'ailleurs une spécialiste de l'entrepreneuriat que nous aurons à partir de Skype, et elle sera donc à partir de Ouergla. Nous finirons l'émission avec les incendies de forêt qu'ont connu nos forêts le mois dernier. Ce sera donc en compagnie de Mariam Osaïd dans sa rubrique Le Coin Vert. Voilà donc pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Comment ça va Amel? Ça va, merci. Amel, tu devrais être contente ces deux jours. Ah oui, Et comment? on a été Nous gâtés. avons bien pensé à toi et on t'a même fait un coucou Mina Abed et moi-même durant ce week-end. J'ai adoré. Ah, ça va, tu as été servie par la pluie. Ah oui. Ah, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Ah oui. Ça va continuer Amel? Non, pour les semaines, peut-être le week-end. On verra bien. Voilà. Inch'Allah. Alors on va aller avec un peu plus de détails. Allons-y. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume et des nuages bas sur les régions de l'ouest et le centre, puis le ciel restera passagèrement nuageux tout au long de la journée. Par contre à l'est, eh bien on aura un ciel couvert, nuageux, avec des pluies parfois sous forme d'averses. Et Météo Algérie a émis une vigilance orange vers la wilaya de Annaba, Taraf, également Skikda, Constantine, Galma et Sour Qaharas, où les quantités de pluie peuvent atteindre les 50 mm durant cet après-midi. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers le Nord Sahara, également les oasis, avec quelques pluies par endroits. Partout ailleurs, le soleil sera bel et bien présent et des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 10 degrés seulement vers Al-Bayr, 12 Djelfa, 11 Tiaret, Constantine, 13 degrés à Batna, 18 Alger, 17 à Annaba, 20 degrés Oran et Tlemcen, 19 Béchar, Gardaya, 23 à Biskra, 22 Tamanrasset et Janet, 19 à Elizi, 21 à Drarit Salah et enfin le maximum comme toujours à Borj Beji Mouhtari Ngezam avec 30 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien on aura une mer plutôt peu agitée sur les côtes ouest, agitée par contre sur les côtes centre et est avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est de secteur nord à nord-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien le soleil se couchera vers 17h34 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Et ce sera donc l'Est du pays qui sera servi Voilà, par la jusqu'à pluie. 15 heures à peu près, et ça va. Voilà, et nous, donc ce sera pour le week-end. Le week-end, on espère. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est On te moi qui retrouvera remercie. tout à l'heure, donc Tout à l'heure, après le journal du et midi, 19h, voilà. 19h, et demain, donc en compagnie Demain, de Amel, Laili. Amel Ali. Voilà, merci Amel. C'est moi. Et bonne journée Également. à toi. Et là, donc ce sera une pause musicale, pas des moindres, puisque nous allons écouter donc Skandrani. Skandrani, ce sera à l'occasion du centenaire de sa naissance, puisqu'il est né le 17 novembre 1920. Alors, il faut dire que c'est un grand pianiste, compositeur musical andalouse, et donc je vous propose d'écouter donc ce morceau. On se retrouve juste après. Et voilà, donc c'était le grand Skandrani. C'est à l'occasion donc du centenaire de sa naissance, comme on a dit, puisqu'il est né le 17 novembre 2020. Alors on rappelle que c'est une 1920. Qu'est-ce que j'avais dit 2020. Non, 1920. Ça fait déjà un siècle, oui, ça fait 1920. Et donc on rappelle que ce sont des archives donc, qui ont été tirées, donc des archives de la télévision algérienne. Et cet enregistrement a été fait à Paris en 1988. Voilà donc, et Ghali Hassan, vous l'avez compris, et parmi nous, bonjour. Bonjour, voilà, bonjour c'était 1920, pas 2020. S'il a 100 ans. Il a 100 ans, voilà. Alors, on ne va pas aller à un siècle auparavant, bien avant. Bien avant, on va faire un voyage dans le temps, comme d'habitude. Voilà. On va aller très loin. Côté du 14e, 15e siècle. 14e, 15e siècle, c'est Tlemcen des Zianides, c'est Fès des Mérinides, c'est Tunis des Hafsides, c'est le Moyen-Âge, le beau Moyen-Âge algérien, maghrébin. Ben, c'était le siècle d'or. Donc, il y a une panoplie de grands savants, de grands ulama qui
qu'on a commencé à avoir donc, un siècle avant et un siècle après. C'est vraiment un siècle où les grands noms se bousculent. On va dire c'est l'âge d'or finalement des sciences et du savoir et de la région aussi. Aujourd'hui, ça va être donc une découverte comme à l'accoutumée puisqu'on va faire la connaissance donc du savant Ibn Merzouk. Exactement, Ibn Merzouk, mais on a choisi El-Hafid. Parce que Ibn Merzouk, c'est toute une famille, c'est une lignée qui va marquer l'histoire de la vie culturelle en Algérie depuis disons le 11e, fin du 11e siècle, jusqu'au début. Ça, c'est je pense qu'on va voir tout de suite l'arbre généalogique de la famille. Donc, on va faire, donc c'est du 11e siècle jusqu'au 15e siècle, jusqu'au début du 16e siècle. On a une dizaine de noms, un peu plus, avec toutes les alliances qu'ils ont eues avec d'autres familles de grands ulama, de Tlemcen, de Fès, de l'Andalousie. Ça, c'est l'arbre généalogique de la famille Ibn Merzouk. C'est impressionnant comment la science et l'érudition peut être gardée dans la même famille pendant des siècles. Donc, sur une lignée, ils ont pu la garder et ils ont marqué. Il y a 3 grands noms dans la famille donc, qui se distinguent. Il y a Ibn Merzouk el-Jid, el-Khatib, et puis il y a el-Hafid, et il y a par la suite el Kafif. Ça, ils se distinguent. Mais les autres aussi avaient leur... Quand vous dites le Hafid, le Kafif, c'est ce qu'on connaît. Donc le petit-fils et l'arrière-petit-fils, c'est ça? Non, le Kafif, c'est l'aveugle. Très bien. Parce que le Hafid a eu un fils. Et puis, ils ont tous... Le Hafid, c'est le petit-fils? Hafid, c'est le petit-fils. Petit-fils, donc très bien. On a le grand-père qui était Khatib. Donc il a fait le prône dans la mosquée de l'Ubbad, donc à Tlemcen. Il a eu un fils qui était savant lui aussi, mais il n'était pas aussi distingué que le père. Et le fils a eu un enfant, qui est le petit-fils, qui est devenu très connu, le Hafid. Donc, il a repris le flambeau de son grand-père et qui a laissé beaucoup d'écrits. Et c'est le gars qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc, il suffit de mettre la main dans la boîte et tirer un nom comme ça et on tombe sur un. Mais c'est impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que leurs écrits sont restés, ils sont sous forme manuscrite, ils sont dans toutes les bibliothèques du monde musulman et même en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est un écrit de Mousnad Sahih Hassan du grand-père d'Ibn Merzouk el-Khatib qui a été édité, c'est une thèse de doctorat faite par Maria Jesus Biguera, c'est une espagnole, et la préface a été faite par l'ancien directeur de la Bibliothèque nationale, on a parlé de lui, Mahmoud Bouayad. Donc, c'est un travail très important sur l'histoire du Maghreb. Et puis, on va passer à El-Hafid. El-Hafid, donc bien sûr, il est le petit-fils du grand Al-Khatib. Il a vécu quelques années avec son grand-père. Néanmoins, il lui a donné une ijaza, même s'il était tout petit, il lui a quand même donné une ijaza. Il a étudié chez les grands noms à Tlemcen, donc son père, son grand-père, les grands noms qu'il y avait. Et puis il part en voyage à Tunis, il étudie chez Ibn Arafa. Ibn Arafa décide de partir au pèlerinage, il le prend avec lui. C'est son premier pèlerinage. Donc, et puis il passe et il accompagne le grand Ibn Arafa. Et c'est le petit-fils du grand Ibn Merzouk el-Khatib qui est mort en Égypte. Donc, dès qu'il arrive, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît. Ah, tu es tel, tu es le petit. Donc, il avait... Et puis, c'était pas aussi... comme il a étudié, il avait un bon bagage, il discutait avec les gens, il savait parler, c'était un érudit, un alim. Donc, il a croisé les grands noms de l'époque. Donc, Waliddin Iraqi, Ibn Hajar, Ibn Mulqin, il a croisé Ibn Khaldoun dans ses dernières années en Égypte. Il a étudié chez Ibn Khaldoun. Il part à la Mecque, il étudie chez les grands ulama de la Mecque, à Médine. Puis il revient, il s'installe à Tlemcen. Et là, dès qu'il rentre, les gens reconnaissent son savoir. Donc, il est tout de suite mis à la place de son grand-père. Il devient Khatib Jamal Ubbad. Il enseigne aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a eu comme élève? Il a eu, par exemple, Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Donc, et c'est pas le moindre. Voilà. Donc, il a peut-être une centaine d'élèves qui sont tous devenus des ulama. Et il a eu aussi, à la différence de son grand-père, il n'a pas trop fait de politique. Le grand-père a été emprisonné 3 fois parce qu'il a fait un peu de politique. Il est parti en mission diplomatique. Des fois, quand il réussit, c'est bon. S'il ne réussit pas, on le met en prison. Mais lui, il n'a pas trop fait ça. Mais il s'est juste consacré beaucoup plus à la science. À la science et
pas que les sciences classiques. Donc, il n'a pas fait, par exemple, tafsir, la langue, la grammaire, donc les sciences classiques qu'on connaît, l'adab, l'histoire. Non, il n'a pas fait que ça. Il s'est aussi intéressé aux sciences exactes. Donc, il a des écrits en arithmétique, il a même un écrit en astronomie. Donc, dont une copie existe encore, a subsisté. On va voir, juste après, on va voir la calligraphie de l'Hafid ibn Marzouk. Ça, c'est une ijaza qu'il a donnée. Il y a une ijaza qu'il a donnée, elle est écrite de sa main, et on va voir, j'espère qu'elle va passer. Elle va arriver. Ok, qu'elle arrive. Donc, je ne sais pas. Ça va venir. Ah, ok, ça va bien. venir. Ça viendra. Et justement, tous ces manuscrits-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Maintenant, on commence à en découvrir certains parce qu'il y a certains qui étaient dans les bibliothèques, dans les grandes bibliothèques du monde. Il y a d'autres qui étaient chez les particuliers. Donc, il y a par exemple un poème didactique qu'il a écrit dans le Qira'at, c'est la lecture du Coran. On le croyait perdu. Récemment, j'ai trouvé un article, le gars l'a trouvé dans une bibliothèque privée en Mauritanie. Donc, il a eu une copie. Ça voyage, hein? Eh ben, bien sûr, bien sûr. Donc, des fois, on trouve des joyaux dans des coins comme ça, on ne les soupçonne même pas. Donc, et tout le patrimoine algérien, et là, ça a été, disons, sauvé pour être positif comme ça. Donc, parce que, surtout à cause de l'occupation française, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de, surtout les gens, les érudits, les ulama, ils ont fui l'occupation parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les conditions. Ils sont partis dans les quatre directions. Donc, il y a des gens qui sont partis à l'est, à l'ouest et au sud aussi. Donc, on trouve ils ont pris avec eux ce qu'ils ont pu sauver, ce qu'ils ont pu prendre. Ça, c'est le Manza al-Nabil fi Sharh Mukhtasar Khalil. Et on peut voir, par exemple, lui, il a fait Sharh Khalil. Khalil, c'est un livre, Mukhtasar Khalil, c'est la jurisprudence islamique. Dans le Madhab Malikite, lui, il a fait ce commentaire. À la différence de son grand-père qui a fait un commentaire sur Ibn al-Hajib. Et on voit le passage qu'il y a eu juste au milieu, à un certain moment, les ulama sont passés du commentaire d'Ibn al-Hajib, qui était la référence, on est passé à une nouvelle référence qui est devenue Mukhtasar Khalil. Et depuis, les gens savent, maintenant, les vieux disaient Sidi Khalil. Donc, c'est la référence. Et on a vu entre le grand-père et le petit-fils, il y a eu un passage. Et ça nous permet de dater, ça permet aussi de dater l'arrivée des écrits, parce que Khalil, c'est un Égyptien, Ibn al-Hajib, je crois qu'aussi. Donc, à un certain moment, il y a Mukhtasar Khalil qui est arrivé, donc de l'Égypte. Il y a les ulama qui partaient étudier, qui ont ramené. Et donc, il y a eu, et Mukhtasar Khalil a effacé Ibn al-Hajib. Depuis, les gens ne s'intéressaient plus à Ibn al-Hajib. Bien que Sidi Abdelrahman Ta'alibi ait fait un commentaire sur Ibn al-Hajib, et on a dit que Sidi Abdelrahman était l'élève d'Ibn Marzouk al-Khatib. Donc, c'est la période de transition. Donc, et on voit ces passages. Mais donc, ça reste quand même, tous ces manuscrits, tous ces écrits, même si ça date quand même du 14e, 15e siècle, ça reste des références pour les chercheurs jusqu'à présent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a les bases, les principes qui n'ont pas, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu d'autres aspects où il y a des changements, par exemple dans les fatwas, parce qu'il y a des problèmes qui arrivent, il y a des approches qui sont un peu plus différentes. Dans la société qui change, bien sûr. C'est normal. Mais on ne va pas réinventer l'alphabet, on ne va pas réinventer la grammaire, on ne va pas réinventer les principes de la religion, le dogme. Peut-être, aller vers simplifier les choses peut-être, mais... La présentation, on simplifie la présentation, on change la présentation, on la met au goût du jour. Par exemple, maintenant, on voit que les fatwas, les gens les prennent carrément de Facebook, c'est les petites images, c'est les petites... donc, c'est des messages en flash. Parce qu'on n'a plus le temps de tout lire. Eux, ils avaient le temps. Ça, c'est la copie de son poème en astronomie. Il y a une copie qui existe. C'est un très long poème. Je pense que c'est plus de 1700 vers. Quand même. Donc, il avait beaucoup de souffle. Donc, dans tous les poèmes didactiques... C'est le cas de le dire, 1700 vers, c'est le cas de le dire. Il fait la même chose pour Ilm al-Hadith. Il fait 2 poèmes didactiques. Il y a le Rawda et il y a le Hadiqa. Le Hadiqa qui est le résumé de Rawda. Rawda, c'est la même chose. Je crois que c'est 1700 ou 1800 vers. Donc, et c'est pas le style des fuqaha. Le style de fuqaha, il est un peu direct, il est un peu sec.
Mais lui, c'est vraiment, il garde la touche, le style littéraire. Et quand on lit, on apprécie. Donc, il écrit très bien, il a un très beau style, parce que c'est aussi peut-être quelque part un poète. Donc, il versifie très bien et c'est un style très intéressant. Donc, tout ça pour dire que, voilà, si on parle du référent national, voilà, si on parle du référent religieux algérien, on a des écrits. Donc, on devrait passer à ces écrits, les commenter, les expliquer, pour dire aux Algériens que, voilà, c'est l'école algérienne. Et ça nous convient parce que c'est des gens qui ont mangé du couscous comme nous, qui mangent... Bien sûr, c'est des gens, on a le même esprit. Donc, on baigne dans la même... on a le même subconscient. Donc, c'est des gens qui correspondent à notre réalité. Donc, c'est ça notre référent. Parce que quand on ramène des gens qui ne sont pas de... c'est pas le même... c'est pas les mêmes conditions, c'est pas le même contexte. Donc, on tombe dans des contradictions qui posent problème par la suite. Voilà, alors je voudrais juste revenir peut-être au poème. Donc vous avez dit, on a vu, il a du souffle, hein, comme vous l'avez si bien dit, donc 1700 et quelques vers. Alors quand on parle de poésie, on parle beaucoup plus de description. Mais là, vous parlez donc d'une poésie qu'il a écrite pour l'astronomie. Exactement. Alors, si on va un petit peu dans le contenu donc, de ces poésies, est-ce que ça va quand même dans la description ou ça va dans l'explication? Quel est un petit peu le style d'écriture? Voilà un petit peu ma question. Donc, j'aurais dû ramener la copie, mais bon, je ne savais pas que vous alliez poser la question. Mais des fois... quand vous dites 1700 vers, l'astronomie, par exemple, dans le poème lui-même, il explique comment faire la conversion des dates. Il donne des méthodes. Par exemple, si vous voulez passer de la date hégirienne à la date, à l'époque c'était julienne, donc il décrit une méthode. Donc il vous dit, donc vous prenez le jour, vous faites telle conversion, vous multipliez par tel chiffre, et puis le résultat vous le divisez, et vous obtenez tel résultat. Ce résultat, vous lui ajoutez tel numéro, et vous tombez sur la date. Donc il décrit, mais il le fait de façon poétique. Il y a une description, donc il décrit l'opération en utilisant des symboles comme on a l'habitude en mathématiques maintenant, on a les x fois 4 fois 9. Lui, il le décrit, donc il dit farfa, asqit, fadrubhu, donc il le dit et il garde bien sûr la forme poétique. Bien sûr, ça va dans la description parce que ce genre de poème, c'est pourquoi essentiellement, c'est pour les besoins religieux. Donc, il dit à quelle heure on a les heures de prière et les heures problématiques. Par exemple, pour le Salat al-Fajr, il donne comme référence la position des astérismes, des mentions lunaires. Il vous dit, par exemple, à telle période, le Fajr est à telle heure, donc voilà, et l'heure elle est décrite, il donne des références dans le ciel. Donc vous avez au coucher telle mention lunaire, vous avez au lever telle mention lunaire, et vous avez au milieu du ciel telle mention lunaire. La mention lunaire, c'est Manazil al-Qamar. Manazil al-Qamar, c'est des astérismes où la lune passe une nuit chaque jour. Donc on a le Botaïn, on a le Dabaran, on a le Haqa, on a le Hana. Donc il décrit tout ça. C'est une description et il donne des repères dans le ciel pour identifier l'heure. Donc c'est ça. En fait, c'est des... Et puis par exemple, l'heure de la prière du Dohr, donc Zawal, il donne la mesure de l'ombre. Donc si on a un style ou un gnome, donc il vous dit telle date, voilà le nombre, voilà la mesure, voilà la mesure de l'ombre. C'est avec des pieds. Donc c'est la mesure avec des pieds. Voilà, et tout se fait donc avec la poésie. Bien sûr, poétiquement, pour que les gens puissent mémoriser. C'est la méthode mnémotechnique qu'ils utilisaient. Ils utilisaient à l'époque, et ça existe dans toutes les civilisations. Donc même les Grecs avaient fait. L'Iliade, c'est ça en fait. Oui. L'Iliade, c'est un poème didactique pour enseigner la langue. Voilà. Bah, merci beaucoup, encore une fois, pour ce voyage, comme chaque lundi. Donc, on vous retrouvera lundi prochain, Inch'Allah, avec un autre grand nom. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on reste donc avec la poésie, mais ce sera une poésie plutôt moderne, hein, donc, qui a quand même pas 100 ans, mais peut-être une cinquantaine d'années, puisqu'on va parler aujourd'hui de poésie de Mohamed Dib, à l'occasion donc du centenaire de sa naissance. Ce sera l'instant Dib en compagnie de Yazid Ait Mohiddine. Mais avant cela, une petite balade dans les ruelles d'Alger. On se retrouve juste après.
Alors, Cours sur la rive sauvage, c'est le titre du roman que nous propose Yazid Etmeheddine aujourd'hui dans l'instant D. Yazid, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, Yazid, Ça et passe toi? bien? Ça va, oui. très bien. Oui, ça va. Alors aujourd'hui, ça va être une autre réflexion que tu nous proposes à travers le titre de Mohamed Dib d'aujourd'hui. Oui, en fait, c'est Mohamed Dib, Cours sur la rive sauvage, un roman en fait, qui rampe également avec la tradition classique, la tradition un peu réaliste que Mohamed Dib a entamée avec la trilogie Algérie. Et là, donc, qui se souvient de la mer, c'est le premier, et ça c'est le deuxième roman dans lequel il tente une autre expérience, une façon d'écrire assez novatrice, puisque c'est pas les mêmes personnages, c'est pas le même style, c'est l'histoire d'un couple qui se retrouve dans un bus, dans un trolley, donc et c'était aussi l'histoire de ce couple Radia et Ibn Zohar, donc il y a trois personnages, Radia, Ibn Zohar, bien sûr, et aussi le narrateur poète, et un autre personnage qui s'appelle Elé. Donc c'est un autre personnage féminin. Et en fait... Alors, Yazid, tu nous as toujours habitués dans les romans que tu présentes pour Mohamed Dib par rapport au choix des noms. Donc, ce sont toujours des noms qui ont une symbolique particulière, un sens particulier. Donc, ailé, ça me vient à l'idée, ça a rapport avec les ailes, peut-être? Oui, en fait, c'est vrai qu'il a un choix assez original qui rappelle un peu l'ancrage historique, culturel et même religieux, puisqu'il y a des références bibliques, il y a des références un peu kabbalistiques, et on le voit par exemple dans une thèse de je pense, Ban. Donc, il rappelle un peu ce que vous venez de dire, et par exemple, radia, il y a deux sens. Il y a le sens radia, donc radia, donc qui accepte finalement, voilà, la situation, un peu soumise, un peu. Et puis radia, du français irradier, donc les radiations, la lumière. Il y a ailé, ça peut aussi dire elle, parce que ça parle aussi de feu et de lumière. C'est en anglais, ça veut dire le feu. Oui. Et Ibn Zohar, c'est aussi ça renvoie aussi à toute une culture religieuse qui est aussi ancrée dans le monothéisme, qu'on retrouve aussi dans des écrits saints. Et donc l'histoire, ça commence dans un espace urbain, dans un bus. Il dit le trolley, donc à l'époque on appelait le trolley. Voilà, donc il parle de ça. Il existe toujours dans la conscience collective. Trolley, on le dit toujours. Trolley, voilà. Donc ils allaient prendre le bus et lui et sa femme, sa fiancée. Du coup, dans ce bus, il y a des histoires qui arrivent comme ça. Ils se retrouvent d'un coup dans une salle de mariage, il lui offre un anneau, un double anneau qui scintille, qui brille, et d'un coup, cette radia, elle disparaît. Et l'autre, donc le narrateur poète, qui est en même temps donc Ibn Zohar, va donc à la recherche de cette radia. Et dans cette quête de radia, c'est des épreuves épouvantables. Donc il doit y aller la chercher dans un monoprix désaffecté. Après, il la cherche également dans une esplanade où il y a 6 statues de l'époque peut-être romaine. Après, il va y aller dans un train où il prend le train vers une autre cité qu'il appelait Nova, la cité Nova ou la cité Lumière qui devient la cité Radia. Et à chaque fois, dans Radia, il y a un autre personnage qui squatte le corps de Radia et qui devient ailé. Donc il y a en même temps, il cherche sa ville, il cherche Radia. Il ne retrouve ni la ville ni Radia. Et à chaque fois, il y a des épreuves, Il est tenté donc de la chercher dans un gratte-ciel. Ou dans ce gratte-ciel, il doit
parcourir des chambres, et dans ces chambres, il trouve une radia dans le sommeil, mais cette radia, elle va se diviser en plusieurs radias, donc il ne les retrouve pas. Et à chaque fois, c'est d'autres épreuves, jusqu'au moment où il se retrouve aussi, voilà, ça va? Merci. Donc, il se retrouve aussi avec d'autres créatures qu'il appelle les takas. Les takas sont des formes météoriques. C'est pratiquement c'est un filament de météorites comme ça. C'est eux qui sont en train de le pousser à ne plus rencontrer ce personnage féminin qu'il cherche et qui est Taka. Radia. Donc il y a cette ville qu'il cherche, il n'arrive pas à la retrouver parce qu'il y a d'autres villes envahissantes qui sont là, et puis il y a toujours Radia qui cherche, mais à chaque fois il y a Élé qui reviennent, et Élé, donc c'est ce binôme entre Radia et Élé, donc c'est un petit peu cet aspect manichéen entre le bien et le mal. C'est pas aussi caricatural, mais il y a toute une profondeur, il y a tout un travail sur l'amour, sur la mort et sur l'éternité. Il y a même il travaille aussi, c'est un texte. Ce sont des réflexions finalement qui reviennent. Ce sont des réflexions que Mohamed Dib nous a habitués d'ailleurs, de réfléchir un petit peu, d'avoir toutes ces réflexions par rapport à l'amour, par rapport à la mort, par rapport à ce qu'il y a après la mort, par rapport à l'éternité. Oui, donc ce sont des valeurs qui reviennent, des réflexes qui reviennent, plutôt des réflexions qui reviennent. Absolument. Il essaye aussi de disséquer et de faire un travail profond sur comme je l'ai dit déjà, sur le sens. Parce que tout le roman, c'est un travail sur le langage, sur la parole. Parce qu'il y a toujours, comment dirais-je, la parole qui revient, je vais la chercher, je vais la retrouver. Où il y a quelqu'un qui lui intime l'ordre d'y aller vers la ville, vers Radia, mais finalement, à chaque fois, c'est des épreuves épouvantables où il rencontre, par exemple, dans un gratte-ciel, il doit arpenter des étages et des étages et de retrouver par la suite, il va bifurquer vers des sous-sols et des sous-sols. Il trouve un vieux monsieur avec une barbe qui est là, un pourvoyeur, en train de donner des provisions à des habitants qui sont réfugiés et à un moment donné, ce monsieur, il voit le jeu ou le narrateur qui fait donc l'action. Il lui dit, toi, vous n'avez rien à voir ici, donc il le renvoie. Et ça, c'est un échec parce qu'il y a toujours Élé qui est là et qui essaye de prendre les allures de cette Radia qu'il cherche, mais il ne la retrouvera jamais. Jusqu'à la fin, c'était Élé qui revienne et ce n'est pas Radia. À la fin, il y a cette histoire aussi où il va dans une plage, il retrouve une femme bronzée qui est sur le rivage. Il pensait que c'était Radia, mais finalement, c'est Élé qui revient. Parce qu'il fait aussi des distinctions entre Radia, la radieuse, qui est aussi sa ville, qui est aussi une blancheur et d'une souplesse qu'il rappelle. Il donne aussi des éléments pour décrire, parce que ce roman, il est extraordinaire dans la façon minutieuse, dans la façon microscopique de décrire les choses, de décrire les êtres, de décrire les sentiments, de décrire un peu cette ville qu'on retrouve aussi qui se souvient de la mer. Et par là, ça finit pas cette course vers Radia, cette course vers Élé. Et ce n'est qu'après qu'il se retrouve il se retrouve encore une fois dans une mer. Et cette mer, il y a un bateau, et il embarque dans ce bateau. Il va vers la vérité. Il va vers trouver un petit peu, décoder, déchiffrer un peu
c'est cette ville des signes et cette ville de signification. Alors, peut-être une lecture, Yazid, comme à l'accoutumée. Oui, je vais Changer les oui, yeux. je vais changer les lunettes. Et je vais lire peut-être le passage, je pense que c'est la page 60, je pense que c'est la page... Attends. Et tu seras accompagné du titre Keltoum par Ibrahim Malouf, Malouf. voilà. Et Siradia avait conçu l'idée de revêtir une de ses formes pour me manifester sa présence tout en restant hors de portée. Si proche, mais indécernable, elle se tenait parmi ses cariatides et observait mes mouvements, ma perplexité. Comment la reconnaître? Comment l'appeler au milieu de ce silence trop vigilant, meurtrier? Et si au lieu d'elle, à ce moment-là, quelqu'un d'autre me répondait? Ici, un nom perd certainement jusqu'à la vertu de nommer et ne sert à rien. Et d'entités multiples elles-mêmes, les statues paraissent en plus s'interdire d'user du moindre signe d'intelligence. Je tourne sur la place parmi les socles. Ces figures sont indubitablement les répliques ou les reflets d'autre chose. Peut-être de simples simulacres suscités par la fascination des intrus. À travers le ciel ouvert, la même lumière s'infiltre, allongeant les ombres. Il semble à tout instant qu'un orage doive y éclater. La froide clarté, le calme trouble ce décor est plongé, augmente tout d'un coup l'angoisse qui m'étreint. Il faut dire que la musique avait bien accompagné ce beau passage aussi. Hein. Oui, c'est une réinterprétation par Amin c'est pas Amin Malouf, là, c'est un parent, Amin Malouf. C'est Brahim Malouf qui réinterprète Keltoum, donc à sa manière. Et c'est un moment de musique vraiment très, très apaisant, relaxant. Et puis il y a aussi absolument. Le style d'écriture aussi, il est très accrocheur, il faut le dire. Absolument. Voilà. Donc c'est pas un livre qui est destiné aux paresseux, comme tu as l'habitude de nous le dire. Non, jamais. C'est un livre qui nous invite à la réflexion. Parce que finalement, il y a un travail sur les chiffres. Il essaie de décoder ce rapport au 5, à la khamsa, qu'on a dans notre culture également. Il y a aussi dans la culture sémite ce rapport à la khamsa, parce tout au début, on prend carrément deux anneaux avec une étoile à 5 et on la plante dans le cœur de Ibn Zohar et puis il essaye de rappeler donc ce rapport aux chiffres. Moi, à un moment donné, je me suis dit que Mohamed Dib travaille sur le rêve, sur le sommeil, parce qu'on a l'impression que c'est un rêve. Donc il y a tout un travail sur ce qu'on appelle l'onirisme et c'est pas évident parce que se rappeler d'un rêve et essayer de le dire dans le détail, c'est pas évident. Mais lui, avec cette maîtrise ça reste l'un des plus grands écrivains contemporains. Pas uniquement en Algérie, mais je pense dans le monde aussi. Dans le monde, parce que arriver à mettre les mots qu'il faut sur les situations, sur les personnes, sur les objets, et les définir ainsi, je pense que ce grand monsieur, c'est un vrai Dib. Hein. Ah oui. On dit aussi, c'est pas... Oui, effectivement. Oui. Donc, effectivement. Alors justement, Yazid, il faut dire que beaucoup de titres de Mohamed Dib ne sont pas disponibles, donc on a du mal à les trouver. Et donc il y a peut-être des projets pour la réédition. L'une des maisons d'édition qui a édité certains titres, c'est les éditions Barzakh, n'est-ce pas? Et justement, Leïla Ben Aïcha s'est intéressée non pas
cette fois-ci donc aux livres qui ont été réédités donc de Mohamed Dib par les éditions Barzakh, mais plutôt à la braderie donc des livres aux éditions, donc à ces mêmes éditions. Alors on va voir ce reportage, tu restes avec nous et on se retrouve juste après. Oui. Attirer les lecteurs dans les librairies. Gros dilemme cette année à cause de la Covid-19. La plus grande librairie d'Algérie, en l'occurrence le Sila, n'a pas ouvert ses portes. Certains éditeurs ont trouvé une parade. L'éditeur Barzakh, qui a pignon sur le boulevard Sidi Yahya, avec sa librairie L'Arbre à dire, a créé l'événement avec une braderie. Donc on a commencé en premier lieu donc fin octobre avec les éditions Barzakh. On a organisé donc une braderie au niveau du trottoir extérieur à la librairie où on a mis en place un chapiteau et donc sur 5 jours cette braderie s'est mise en place et donc vous avez des promotions qui vont de 50 à 70% sur une partie du fonds des éditions Barzakh. Les prix de 200 à 1200 dinars, l'Arbre à dire a bradé ce jour-là 50 titres. Ça va durer jusqu'à épuisement, histoire d'alléger le stock et motiver des acheteurs potentiels. C'est vrai que la situation des éditions est très dure, très compliquée, mais ça a permis aussi à certaines personnes d'avoir accès à des livres qui sont, par exemple, en temps normal à 1500 dinars, vous pourrez les trouver à 700 ou même 500 dinars. Vous êtes content de ce que vous avez trouvé? Oui, oui. Que pensez-vous des prix de ces livres bradés? Bradé, bon, il était affiché à, je crois, 800 dinars, bon, c'est à 400 dinars. Bon, c'est encourageant, hein. C'est encourager les gens à s'intéresser, surtout à s'intéresser, parce que les gens maintenant, ils sont coincés par le prix. Trouver un livre à 1000 ou à 1500 dinars, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça qui... Mais encourager les gens, c'est intéressant de brader. Et pas uniquement cette édition, normalement même d'autres éditions doivent faire des concessions pour encourager les gens à acheter. Coucou a emboîté le pas à Barzakh et a planté son slogan « Coucou fait son Sila 2020 ». 50 à 70% de réduction pour 20 titres cédés. On notera au passage la qualité des ouvrages et des auteurs. Il y a une édition qui s'est ajoutée donc, aux éditions Barzakh. Donc vous avez les éditions Coucou qui sont aussi donc, disponibles au niveau de notre librairie, toujours avec le même concept, donc des livres promotionnels qui vont de 50 à 70%. Donc en espérant aussi peut-être que d'autres éditions donc, se joignent à cet événement. La Covid-19 n'aura pas dernier mot sur la littérature. Les maisons d'édition ont appris à s'organiser et à s'adapter à cette nouvelle situation. La braderie, un concept qui tente de plus en plus d'éditeurs. Et c'est une initiative donc, pour encourager, encore une fois, à acheter des livres et à lire les livres. C'était donc un reportage de Leila Ben Aïcha. Alors Yazid, donc on était avec Mohamed Dib et il faut dire que beaucoup de titres de Mohamed Dib aussi manquent. Oui, il y a beaucoup de titres qu'on ne retrouve pas, parce que la plupart des titres ont été édités en France. Mais quand même, il y a des maisons d'édition qui ont réédité, par exemple, la trilogie nordique, les éditions Shihab. Il y a aussi Dahleb qui a réédité beaucoup de... Enfin, je pense il y a eu comment il s'appelle, le dernier qu'on a lu, Laïza, qui a été réédité par les maisons d'édition Dahleb, ainsi que d'autres. Il y a aussi des éditions Marsa qui ont réédité donc, l'Enfant Jazz. Donc il y a quand même des maisons d'édition qui ont repris, qui ont coédité en fait Mohamed Dib, mais il y a un projet donc, de maison d'édition Barzakh, donc il compte rééditer les contes pour enfants de Mohamed Dib, à savoir l'histoire du chat qui boude et Baba Fakran. Donc il y a quand même ce projet pour offrir donc à la bibliothèque algérienne ces deux
recueils, ces deux contes pour enfants, à savoir donc Baba Fkaran et Chakiboud. Et puis à travers ce reportage de notre consoeur Leila Ben Aïcha, donc elle met du doigt donc ce grand problème du livre, donc le monde du livre qui subit de plein fouet donc la crise du coronavirus. Et les premiers qui sont touchés, c'est toute filière donc, du livre, depuis le manuscrit jusqu'à la diffusion du livre, en passant par l'imprimerie, par le travail de libraire, par les éditeurs, dans toute cette galaxie Gutenberg qui se trouve foudroyée du jour au lendemain. Bien sûr, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un travail de fond pour récupérer ce qu'on peut récupérer. C'est vrai que le secteur du livre... et parmi les gestes que la maison d'édition Balzac vient de faire, c'est un petit peu permettre aux gens de lire et de faire cette braderie pour pouvoir donc survivre et permettre aux passionnés de la lecture de profiter de ce moment et d'acquérir des livres à moindre prix. Surtout, alors il faut dire que c'est un secteur qui a été quand même touché par la crise, et d'autant plus que les librairies ont été bien fermées pendant un bon bout de temps durant le confinement, alors qu'il y a eu quand même invitation afin que les gens puissent renouer, on va dire, avec la lecture pendant cette période. Oui, absolument, puisqu'il n'y a pas eu déjà la grande mecque des livres, c'est le Salon international du livre, il n'y en a pas eu cette année. Et les petits salons, les cafés littéraires, les ventes dédicaces, tout ça, qui sont un peu des formes de promotion du livre, n'existent pas parce qu'il y a tout un protocole à respecter, il y a les barrières sanitaires, donc il y a une crise. Parmi les victimes de ce coronavirus, le monde du livre. Et si on est aujourd'hui en train de parler de ça, c'est pour un petit peu dire les choses et inviter les responsables à y penser sérieusement et à trouver des solutions claires à ce problème épineux, parce que le livre est important. C'est pour ça qu'on est là à parler de Mohammed Dib, à parler des grands écrivains, et inciter à la lecture. Alors pour revenir donc à Mohammed Dib et à l'instant Dib, donc à l'occasion encore une fois du centenaire de la naissance de Mohammed Dib, alors aujourd'hui donc il a été question au cours sur la rive sauvage, donc peut-être on va revenir encore une fois sur le contenu, sur la réflexion que Mohammed Dib donc nous invite à faire. Oui, Mohammed Dib, on a parlé donc de la thématique qui a changé, c'est plus donc les thématiques réalistes comme la grande maison, le métier à tisser, où Mohammed Dib se considérait à l'époque comme un témoin de son siècle, de ce que son pays a vécu par rapport à la colonisation. Et là, donc il change complètement de thème, il change complètement de personnage, il change complètement de style. C'est un roman gorgé de poésie, et puis c'est un roman qui invite à la réflexion et à la quête du sens. Donc tout ça, vers la fin, on dit, mais finalement, est-ce que j'ai perdu mon temps à lire tout ça, à ne rien comprendre, ou c'est carrément un genre de hijab ou de herz que j'ai réussi à déchiffrer et à comprendre la signification. Et c'est ça, parce que il dit des choses qu'on connaît tous, mais il essaye d'y aller dans les profondeurs, de comprendre un peu la vie, la mort, le néant, l'amour, l'attachement, l'éternité, mais toujours avec des repères, toujours avec des références à sa culture, à la culture universelle, à la culture monothéiste. Quand il parle de l'homme pierre, l'homme eau et l'homme vent. Quand on parle de l'homme pierre ou l'homme terre, c'est un rapport à cet homme qui, dans la référence religieuse, a été créé de terre. L'homme, c'est le khalaqna al-insan min turab,
qu'on retrouve aussi dans la culture monothéiste, et puis l'homme pierre, l'homme vent et l'homme eau. Même l'homme eau, il y a des références comme ça qu'on retrouve aussi dans notre religion, et puis pas uniquement dans la religion musulmane, même dans la tradition monothéiste en général. Et il questionne un peu ces aspects-là que les humains partagent à travers leurs croyances, à travers leurs convictions. Et tout ça, il essaye de jeter un coup d'œil et de le questionner dans un roman vraiment que je trouve, que j'invite à le lire, même si à faire comme moi, à essayer de le prendre point par point pour ne pas perdre les repères. À prendre son temps, donc à le lire. Probablement Voilà. une autre lecture. Oui, je vais choisir la page 136. Voilà. Alors, je murmurai en réponse à la captivante, l'insondable nostalgie de ses vocalises. Berce mon corps, dessous mon ombre, dans une clairière diurne, toi qui as rompu 1000 rêves pour t'éveiller sur ma poitrine. Dans une clairière diurne, un territoire de hasard, un tremblement léger de feuilles ou un feu dispersé au vent, et l'autre flamme qui rassemble une architecture de brume, loin sur les vagues de la mer, m'accueillera peut-être un jour. Dès que j'ai eu posé le pied sur le premier pan, le bateau frémit et commença à dériver sans qu'une trace dénonçât une présence à bord, sans qu'une manœuvre eût été exécutée et sans bruit. Rien ne vivait là-dedans, à l'exception du chant qui, lui, ininterrompu, remplissait l'espace. Je me trouvais ensuite au milieu d'une course toujours seule, s'interposant devant moi. La masse du bâtiment me masquait la ville lointaine. Je cherchais à atteindre la proue où j'espérais bien l'apercevoir. Et à l'instant où j'accédais au pont avant, une femme apparut. Plutôt, elle me fit l'impression d'être à sa place depuis longtemps, que c'était moi qui ne l'avais remarqué qu'alors. Mon sang battit violemment à mes tempes. Ses regards étaient obstinément attachés sur la cité incandescente. Et voilà. Et j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ce beau partage. Comme chaque semaine, Yazid, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera un autre roman. Oui, la semaine prochaine, je vais choisir un autre roman de Mohamed Dib, je pense un roman où il est question... Mohamed Dib travaille toujours sur le langage, notamment sur le langage des jeunes Français issus de l'immigration. Voilà, et on rappelle donc que cet instant Dib est donc présenté à l'occasion du centenaire de la naissance de Mohamed Dib que nous célébrons cette année. Yazid, merci beaucoup encore une fois pour ce partage. Merci. Alors Yazid, toujours muni de ta bavette, de ton masque. J'ai essayé de marier les couleurs. Voilà, c'est vrai que ça te va très bien. Hein. On dit que ce sont de belles couleurs pour l'antenne aussi. Oui, en matière de dib, je suis un bleu. Ah ben voilà. Et il faut dire que Yazid, en ce moment, donc là, encore une fois, ça va être un appel pour, encore une fois, pour respecter toutes ces mesures barrières par rapport à la situation actuelle. Et là, ça va être une pause musicale que nous vous proposons, mais ça va être une pause musicale hommage, puisque nous allons rendre hommage à un grand artiste de la musique africaine, donc un ambassadeur de la musique africaine, un jazzman. Il s'agit donc de Manu Dibango, voilà, qui nous a quittés cette année, et lui qui a donc été victime du coronavirus. Et qui est venu en Algérie pendant le festival panafricain. Absolument. Ouais. Un festival panafricain. Merci beaucoup Yazid. Donc on te retrouvera la semaine prochaine et ça va être donc une pause musicale en hommage donc à Manu Dibango et on se retrouve juste après.
avoir le plaisir de vous présenter notre invité ce soir du Cameroun, la charmante Kéti Sina, qui nous amène en droite ligne sur par Mano Dibango. Ben voilà, hein, sa vie hein, sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Salut Yazid, donc on te retrouvera la semaine prochaine. Et voilà, donc Mohamed Yahyaoui, notre confrère, notre collègue, c'est un enfant de la télévision, il vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Comment va Mohamed? Il va très bien, surtout quand il est là. Quand il est là, il est chez lui. En plus, bien reçu avec cette belle musique. Belle musique, oui. Du grand jazzman donc Mano Dibango. Oui. Voilà, alors il ne manque pas hein, de se désinfecter, Mohamed. Ah oui, c'est important quand même. Oui. C'est un peu anodin, mais il faut le faire. Alors j'ai ramené donc un spray léger. Oui. C'est pas un gel, parce que je pense qu'on est à la fin de ce corona, donc on va aller plus doucement, moins de gel, un peu plus tolérant. Voilà, c'est vrai qu'on en met tellement qu'on a fini par agresser un petit peu nos mains, nos peaux. Oui, c'est vrai. Et puis bon, c'est pour la bonne cause. Exact. Alors, ce n'est pas anodin non plus que tu sois muni aujourd'hui de ce spray, que tu gardes ta bavette, que tu ne veux pas l'enlever. Oui. Et c'est tout à fait normal, puisqu'aujourd'hui, nous allons quand même, encore une fois, parler donc de cette pandémie, mais cette fois-ci on va aller un peu plus loin, on va dire en dehors des frontières algériennes, en dehors des frontières algériennes, s'intéresser au continent africain. Dans mon deuxième chez moi, parce qu'il faut savoir que chez moi c'est à Alger, et mon deuxième chez moi c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Enfin, ça reste notre chez nous à tous. Hein, chez nous à tous, mais j'aimerais bien que tout le monde soit convaincu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On pense que certains, on est en Afrique du Nord, donc on est un petit peu détaché du reste de l'Afrique, sauf ce qui est très faux. Nous faisons partie de l'Afrique, nous héritons, nous vivons Afrique, nous mangeons Afrique, nous pensons Afrique, mais on ne s'en aperçoit pas. Mais ça, c'est les séquelles du passé, de la colonisation qui nous ont dit que le Sahara, c'est une barrière et donc vous êtes un peu à part par rapport au reste, ce qui est faux. Ce qui est faux, effectivement. Et il faut dire, Mohamed Yahyaoui, que l'Afrique n'est pas en reste par rapport à la pandémie, puisqu'elle a été touchée comme le monde entier. Par contre, elle n'a pas géré de la même manière et les retombées n'ont pas été non plus de la même manière, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ça n'a pas été géré de la même manière, mais ça a été atteint différemment et, alhamdoulilah, ça n'a pas eu l'atteinte, l'impact escompté tel que ça a été prévu par nos grands spécialistes, entre guillemets, européens, surtout français, qui disaient « Attention à l'hécatombe pour l'Afrique, ça va être un désastre ». Et on a même qui ont dit « Écoutez, les premiers vaccins, on va les essayer chez les Africains pour voir ce que ça donne ». Mais ça, je crois que ça a donné une réaction très, très positive pour l'Afrique. On a été pris d'un certain orgueil en disant vous gardez vos vaccins, nous on sait comment s'occuper. Ça a créé une très grosse polémique. Très grosse polémique. On va s'occuper. Et je crois que ça a influencé sur les mesures barrières que les Africains se sont imposées très précocement. Il faut savoir qu'on a eu une longueur d'avance par rapport aux Européens. Donc il y a eu d'abord chez les Européens Bon, déjà d'abord en Chine. En Chine d'abord, oui. Donc déjà d'abord en Chine, donc nous avons été pré-avertis, on va dire. Exact. Et ensuite ça a explosé en Europe. Et ensuite, nous, en Algérie, nous avons eu une longueur d'avance, on a réagi très précocement. Rappelez-vous, début mars, on a dit, allez hop, on applique les mesures. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça a été très bien fait. Seulement en Afrique, alors ça a déjoué tous les pronostics.
heureusement, des spécialistes qui disaient, bon, en Afrique, ça va être très grave et dramatique. Malheureusement, non, ça s'est pas fait. Et alors, ça a été tellement déroutant que maintenant, avec le recul, il y a certains instituts, certaines universités, telles que par exemple l'université Johns Hopkins, qui a cherché à comprendre pourquoi l'Afrique n'a pas été atteinte plus que ce qui a été prévu. Alors, sur la base des observations, on a vu que les Africains, d'abord, on a été gratifiés par notre position géographique. Beaucoup d'ensoleillement, beaucoup de soleil entre les tropiques. Hein, quand on voit la carte des infections en Afrique, on voit que au-dessus des tropiques, c'est un peu grave. Le Maghreb, l'Égypte. En dessous des tropiques, c'est aussi grave, l'Afrique du Sud. Mais entre les tropiques, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de, d'humidité. Quand il pleut, c'est humide. Et le corona, il a horreur de ça. On dit que les spécialistes disent que le corona, il y a une couche de graisse sur le pourtour et c'est ça qui permet de se coller sur les tissus des organismes. Or, quand il fait chaud et quand il fait humide, cette couche de graisse diminue, donc il y a moins d'impact sur ces tissus-là. Ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison, on ne s'en aperçoit pas beaucoup, mais l'Afrique, c'est une population jeune, très jeune. Ce qui fait que s'il y a eu pandémie, s'il y a eu infection, parce les Africains n'ont pas fait de tests, donc on ne sait pas quel est l'impact au juste, ce corona a touché les jeunes. Et vous savez que les jeunes, ils réagissent mieux à l'infection que les personnes âgées. Ce qui fait qu'il y a eu des gens déjà asymptomatiques, il n'y a pas eu beaucoup d'infections. Ça, c'est une autre raison, hein, c'est l'observation. Il y a aussi la densité. En Afrique, vous savez, quelque chose comme 30 à 40 habitants par kilomètre carré, comparé en Europe et aux États-Unis, où il y a à peu près 180 personnes par kilomètre carré. Ça, c'est important aussi, hein, parce que plus on est nombreux, et oui, plus on se touche, plus on se contamine et plus l'infection s'élargit. Alors, il y a plusieurs autres raisons. Il y a aussi le fait qu'en Afrique, il y a un capital peut-être immunitaire. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a eu les fléaux, le choléra, le paludisme, l'Ebola, en Afrique de l'Ouest. C'était justement la question que je voulais poser, parce qu'il y a eu pas des études, mais il y a eu des avancements par rapport à cela, d'autant plus qu'il y a eu des maladies qui ont disparu un petit peu en Europe, qui existent toujours en Afrique, et d'ailleurs on se fait toujours vacciner par rapport à ça, quand on parle de BCG, quand on parle de polio, etc. Tuberculose, polio, donc tuberculose et tout, donc on se fait toujours vacciner, aujourd'hui en Afrique, dans toute l'Afrique, hein, donc y compris le Maghreb, on se fait toujours vacciner. Pardon, je viens d'écraser un moustique là. Il n'y a pas de souci. Et donc, il y a eu des avancements par rapport à cela, et on a dit que le fait que en Afrique on soit vacciné par rapport à toutes ces maladies, donc il serait une sorte de protection qui couvre aussi. C'est ce que oui, tu as parfaitement raison. C'est une protection supplémentaire contre le Covid-19. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'en Afrique, les enfants à l'école, jusqu'à maintenant, on leur donne de la chloroquine pour combattre la malaria. La chloroquine, à l'origine, c'est contre le malaria, le paludisme. Oui. Eh bien, ça a fait une forme d'immunité précoce qui est là, c'est peut-être ça qui a fait que le corona n'ait pas eu autant d'impact en Afrique. C'est une des raisons. Hein. Il faut savoir, il y a l'Ebola, maladie infectieuse la plus dangereuse, et l'Afrique de l'Ouest en a beaucoup souffert, le Congo aussi. Il y avait des régions au Congo où on ne devait même pas regarder, il ne fallait même pas aller dans ces endroits-là. Et donc c'est pour cette raison-là, peut-être
que l'Afrique a appris à se défendre contre ces épidémies, ces maladies. Surtout, ils ont un système sanitaire communautaire, c'est-à-dire qu'on vient, on s'installe dans le village principal, on invite les tribus, on invite les familles, tout le monde vient et puis on les traite et c'est comme ça que... Et justement, Lotfi Mqaddam est parmi nous par Skype, est avec nous, pas parmi nous, est avec nous par Skype et il est à Pékin, justement. Donc là où il y a eu, plutôt de Chine, donc là où il y a eu le déclenchement du coronavirus, ce n'était pas à partir de Pékin, bien sûr, à partir de Wuhan. Lotfi, est-ce que tu nous entends? Lotfi est là. Oui, bonjour Lotfi. Oui, je vous entends. Alors, Lotfi, là, donc, tu es à Pékin, donc par Skype. Alors, qu'en est-il de la situation aujourd'hui? Donc là, on parle un petit peu à travers les informations, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux aussi, que la Chine a pu combattre de façon radicale le coronavirus. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est 0 cas sur tout le territoire chinois. Bien sûr, il y a des cas, il y a de nouveaux cas, mais ce qu'on appelle, c'est des cas qui arrivent à travers avec des voyageurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est des cas arrivants. C'est des cas où des passagers qui viennent d'autres pays, d'autres nationalités, qui viennent en Chine et qui présentent des cas du Covid. Donc, oui. Je crois que ça s'est coupé. Oui, on t'entend, Lotfi. Est-ce que Lotfi est toujours parmi nous? Je crois qu'il y a un problème de communication. On reviendra probablement à la communication avec Lotfi. Voilà, il y a un problème de communication, donc on reviendra probablement on reviendra dans un petit moment avec Lotfi. Donc Mohamed, on parlait un petit peu de la situation donc, du coronavirus en Afrique. On a dit que l'Afrique a été un petit peu chanceuse donc d'avoir cette longueur d'avance et de profiter surtout et d'apprendre de l'expérience des autres. Alors d'apprendre, oui, c'est normal. Vous savez, il y a au Sénégal l'Institut Pasteur qui est très actif, qui fait beaucoup de travail sur ça. Il faut dire aussi qu'en Afrique, il y a... c'est un petit peu la configuration de la société africaine qui fait que le coronavirus n'a pas eu beaucoup d'emprise. Sachant d'abord que l'Afrique, en général, est plus rurale qu'au nord, qu'en Europe. Donc c'est dans les villages que les gens se côtoient, il n'y en a pas beaucoup. Tout se fait à l'air libre, à l'extérieur. Les marchés traditionnels se font à l'air libre, j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, quand je filmais, j'avais pas besoin, j'avais même donné congé à l'éclairagiste, j'utilisais la lumière naturelle et puis ça se passait très bien. Les rencontres entre les familles se font dans la cour, en dehors de la maison. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, les maisons, en Éthiopie par exemple, vous allez trouver, quand on quitte les grandes villes, des maisons faites de terre et de roseaux. Il n'y a peut-être même pas de fenêtres. Ça, c'est anthropologique. C'est-à-dire que les Africains, pour eux, la maison, c'est juste pour passer la nuit, pour se protéger des animaux quand on est dans la campagne. Et tout le reste de la vie quotidienne se passe à l'extérieur. Si quelqu'un ne sort pas de chez lui, on va aller le voir parce qu'on sait presque à 100% qu'il est malade. Donc la maison, c'est pas leur dada. Tout se passe à l'extérieur. Il fait tellement bon dehors qu'on préfère vivre à l'extérieur que dans les maisons. Ça, c'est important. C'est la ruralité. C'est le fait que l'on soit dispersé et donc moins apte à choper ce maudit virus. Il y a des exemples. Par exemple, quand j'ai été au Kenya, il y a... vous savez, ils ont un système de sensibilisation, c'est les églises. Le Kenya est en majorité, grande majorité de religion chrétienne. Les églises, le dimanche, c'est sacré. Tout le monde va à l'église. Et c'est dans ces endroits-là, même dans les campagnes, les églises dans les campagnes, où on sensibilise, on avertit, on dit attention, ça c'est très grave, vous risquez de perdre la vie, vous risquez de rester malade toute votre vie. Il y a également un autre facteur, c'est le fait que
En Afrique, il n'y a pas de produits subventionnés, il n'y a pas de welfare, Voilà. l'État-providence. Ce qui fait que si on ne travaille pas, eh bien, c'est la misère, c'est la famine, c'est peut-être, au bout du compte, c'est la mort. Donc, il faut travailler. Ce qui fait que les économies n'ont pas fermé comme nous, par exemple. On a laissé les économies, bien sûr, d'une manière atténuée, peut-être pas dans les grandes villes, pas la nuit, mais on a laissé le business marcher. Tout en donc imposant toutes ces barrières. Alors, si bien que on a fait, par rapport à cette question. On a fait le choix entre, si on laisse obligatoirement les économies ouvertes, le business marché, on est obligé de prendre ces dispositions et de prendre les mesures barrières d'une manière restrictive. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Yahyaoui, d'avoir été parmi nous ce matin et surtout d'avoir fait ce clin d'œil donc à ce continent donc, qui nous abrite. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Et on reste donc toujours avec la sensibilisation donc, à cette pandémie liée au coronavirus à travers ce spot en attendant que Mariam Oussaïd nous rejoigne. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et nous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Mariam Oussaïd vient de nous rejoindre. Mariam, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mariam? Très bien. Alors, Mariam, très bien. Mais les feux de forêt, ça, par contre... là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Oui, effectivement. Là, par contre, pour quelqu'un qui a la main verte, pour quelqu'un très sensible à la nature, très sensible à tout ce qui est vert, j'imagine que tu as vécu une grosse frustration comme... tous les Algériens d'ailleurs. Exactement. Donc quand même ça a été un moment très très dur. Donc on a vu ça d'abord, l'information est partie rapidement avec les réseaux sociaux. Donc pratiquement on a vécu en temps réel tous ces feux de forêt qui sont apparus il y a à peu près on va dire une quinzaine de jours. Donc ça s'est passé le 6 novembre. Je reviens sur ce sujet parce qu'on a été, donc l'équipe et moi-même, aller faire un constat sur les lieux. On s'est déplacé, on est parti au parc naturel de Chelia où on a vu les dégâts qu'ont fait ces feux de forêt. Donc ce qui est particulier, pourquoi j'insiste, c'est que ce sont des feux de forêt qui se sont déclarés hors saison. Généralement, voilà. Donc c'était vraiment inattendu parce que la saison la plus critique, on le sait, ça commence du début juin jusqu'au 31 octobre, étant donné que nos étés sont longs, sont très chauds, sont arides, enfin je veux dire, sont pas pluvieux du tout. Donc ça fait que c'est une saison sensible. Sans oublier les autres éléments déclencheurs aussi. Voilà, bien sûr, on reviendra sur ça. Donc les feux de forêt, donc comment ils se déclenchent. Alors il y a volontaire et involontaire, on reviendra sur ces causes-là. Mais ce qui a vraiment, on va dire, inquiété donc tous les forestiers et tous les gens du domaine, c'est que ça s'est déclaré
hors saison. Il faut dire que c'était une période où la chaleur, c'est vrai qu'on n'a pas eu de pluie, mais c'est vrai que non plus les chaleurs n'étaient pas, il faisait pas non plus très chaud. Non, il faisait pas exactement, il faisait pas. Les températures n'étaient pas très élevées. Les températures n'étaient pas élevées, mais on va dire que les pluies d'automne n'étaient pas là. Ça fait que déjà toutes les forêts subissent un stress, on va dire un stress très long, étant donné qu'il n'y a pas eu de pluie. Donc ce que font les arbres, ce que font généralement les forêts, c'est qu'elles donnent moins d'eau à aux feuilles, aux arbres, tout l'arbre, on va dire que tout le couvert végétal qui est au-dessus. Et on va dire en manque d'eau, ça fait que les feux de forêt se déclenchent beaucoup plus rapidement parce que déjà les arbres sont secs. Oui. Et tout ça, ça fait que ça part très très vite. Pour les forestiers, c'est pas, il y a l'adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Effectivement, pour eux, c'est réellement ça. Donc quand il y a une fumée qui se déclare, automatiquement, c'est un feu de forêt qu'il y a derrière. Donc plus ils s'y prennent vite, plus ils réussissent à maîtriser les feux. Et justement, Mariam, tu t'es déplacée avec l'équipe technique sur place, comme tu l'as dit, à Chérira. Oui. Et là, donc, c'était un constat terrible, on va dire. Oui, ça va. Voilà. Donc, pour Chérira, oui, quand même, c'est positif parce que on va dire que les cédrés n'ont pas été touchés. Il faut savoir que c'est vraiment le cœur de Chérira, les cédrés. Voilà, alors on va voir ça en image et on revient juste après. Allez, c'est un reportage donc, de Mariam Oussaïd qui revient sur les feux de forêt. Les feux de forêt ravagent des millions d'hectares dans le monde. En Algérie, comme ailleurs, chaque année, les incendies ravagent des superficies considérables de forêt, causant des dégâts parfois irréversibles. Le parc national a été touché, donc une superficie de 50 hectares sur la zone périphérique, mais à l'intérieur, la zone tampon, on a eu une perte de 3,5 hectares. Concernant les pertes, on a donc des forêts de chênes-lièges, des forêts de pins d'Alep et des maquis de chênes verts et de thuya. Concernant la faune, la faune a été aussi perturbée par ces incendies où nous avons observé des groupes de sangliers qui se sont déplacés de leur zone, de leur habitat. Aussi le singe magot qui a été perturbé et affecté par ces feux de forêt. D'importants incendies se sont déclarés dans la soirée du 6 novembre au nord du pays, causant des dégâts matériels et humains. Nous déplorons dernièrement des incendies qui se déclarent hors période estivale ou hors période ou hors saison, hors campagne de lutte contre les incendies. C'était un vendredi, c'était justement une fin de semaine, donc c'était un week-end. Aussi, le climat était très défavorable concernant la propagation des feux de forêt. On avait des vents sud très chauds, très secs, des sirocco qui soufflaient à des vitesses aussi importantes. Donc la déclaration de ces feux était très tôt le matin. Nos équipes sont arrivées presque à temps, mais la vitesse du vent a fait que ces incendies-là soient incontrôlables après même quelques minutes de leur déclaration. Donc l'intervention a duré presque 2 jours. Le parc national de Chérira n'a pas été épargné. La perte du couvert végétal entraîne aussi la disparition d'animaux et d'insectes. La plupart des animaux touchés, ce sont les petits animaux généralement, comme les tortues et les reptiles. Mais on trouve les grands animaux qui peuvent être touchés, mais très rarement, car les grands animaux peuvent se déplacer facilement. Les insectes, c'est des pollinisateurs des plantes, donc ce qui peut influencer sur la production du miel et des fruits et des produits de la forêt. La fréquence des feux de forêt ont des conséquences dévastatrices sur la faune et la flore. Le cycle naturel des forêts sont perturbés et certaines espèces indigènes disparaissent, tandis que d'autres espèces envahissantes prolifèrent.
Voilà, donc il faut dire que ce sont des feux qui ont été difficilement contrôlables donc, par la protection civile et par donc, les agents de la Direction générale des forêts. Oui, ça a été compliqué parce que c'était une journée qui était venteuse comme il nous l'a expliqué, donc ça a été très très difficile pour eux de le maîtriser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde entier, il y a des millions d'hectares qui partent comme ça en fumée. Et en plus, ce qui est compliqué quand on parle des animaux, c'est que c'est très difficile. La forêt va se régénérer. Elle a cette capacité. Par contre, pour les animaux, pour qu'ils reviennent vivre dans cet habitat, c'est ça qui est le plus compliqué à faire. On ne peut pas réintroduire. On peut replanter. C'est ce qui s'est fait donc la semaine dernière. Donc vendredi et samedi, il y a une grande campagne de reboisement. Par la direction des forêts. Ça se fait, mais après, pour réintroduire les animaux, c'est pas évident. C'est un processus plus compliqué et plus long. Exactement. Finalement. Oui. Voilà, donc comme on peut le voir, donc ça a été des feux qui ont été déclenchés volontairement. Il y a une enquête qui est encore en cours. C'est ce qui se fait d'ailleurs, hein. Même en pleine saison, il y a toujours des enquêtes qui sont ouvertes par rapport. Exactement. Pas? Mais généralement, ce sont des feux de forêt qui se déclenchent involontairement. Et les premières causes Nour al-Houda, ce sont les cigarettes, les mégots de cigarettes et les barbecues. Ce sont ça généralement qui déclenchent ces feux de forêt. Voilà. Mais là, ça a été peut-être d'autres causes, beaucoup plus... Oui, pour cette fois-ci, oui, ce sont d'autres causes, comme je te l'ai dit, Nour al-Houda. Donc l'enquête est toujours en cours. On verra peut-être d'ici quelques mois exactement ce qui s'est passé, parce que ça reste quand même... Ça perturbe tout le monde, que ce soit les écosystèmes, les animaux, et même nous, il faut savoir que nous sommes les grands perdants de ces feux de forêt. Surtout, voilà. Effectivement, ça reste quand même le poumon de la ville. Merci Myriam. Et là, on va s'intéresser au leadership féminin, puisque nous avons par Skype une spécialiste de l'entrepreneuriat. Il s'agit de Chad El-Islam Ben Mahsen qui est avec nous à partir de Ouargla. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour Chad El-Islam Ben Mahsen. Voilà, elle est avec nous, Chad El-Islam. Bonjour Chad El-Islam. Bonjour et merci pour l'invitation. Marhaba, alors vous êtes spécialiste en entrepreneuriat, en leadership également. Alors quel est votre rôle dans la promotion de l'écosystème, donc des startups, mais beaucoup plus, donc plutôt particulièrement du leadership féminin? Absolument. Alors, pour une introduction, je suis Chad El-Islam Ben Mahsen. Particulièrement, je travaille maintenant chez Baker Hughes comme une product manager pour le e-commerce. Alors, j'étais dans le domaine digital pour 10 ans peut-être maintenant. Et spécifiquement pour le domaine d'entrepreneuriat, on a travaillé sur un projet qu'on a nommé Antrogex, ici à Ouargla, ça fait 5 ans maintenant. Et le programme a été basé sur le constat qu'on n'est pas vraiment un écosystème pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs peut-être en train d'utiliser des outils qui sont pas vraiment modernes ou bien digital, mais aussi l'écosystème pour les aider à trouver la valeur ajoutée des entrepreneurs. Alors, 5 ans, on a un projet programme, faire des formations aux jeunes entrepreneurs qui ont des idées ou bien des porteurs de projets. Et maintenant, alhamdoulilah, on a même des startups qui ont engagé avec nous dans le programme et ont déjà des succès. Et cette année-là, avec le Covid et avec la révolution digitale qu'on est en train de constater ici en Algérie et dans le monde entier, on a évolué le programme d'Antrogex à 6 autres programmes qui ont entouré l'écosystème d'entrepreneuriat. Alors, c'est le software, le digital art, l'Antrogex est maintenant pas juste pour l'entrepreneuriat, mais tout ce qui est en relation avec l'entrepreneuriat, comme l'anglais, comme le digital art et le software. Voilà. Merci beaucoup. Chad El-Islam Ben Mahsen, je rappelle, vous êtes spécialiste dans l'entrepreneuriat, dans le leadership et aussi dans le leadership féminin particulièrement. Nous espérons vous avoir très bientôt sur notre plateau, donc pour revenir avec plus de détails sur votre rôle et sur les missions et les projets que vous avez donc mis sur pied. Merci beaucoup encore une fois, Chad El-Ihsan Ben Mahsen. Voilà, donc merci Myriam encore une fois
d'être venu sur cette actualité. Donc, comme tu l'as si bien dit, ne nous rend pas service d'abord, déjà nous, et puis à la nature. Donc, merci beaucoup. On te retrouvera la semaine prochaine. Donc, encore une fois, avec... toujours auprès de la nature. Voilà, toujours auprès de la nature. Voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Je tenais ce matin à faire un grand coucou à 2 adolescents qui nous regardent et qui nous regardent donc à partir de Bordeaux. Donc, il s'agit de Salah Baba et de Nadir Reskela. Voilà, donc compromis. Voilà, le petit coucou à ces 2 adolescents qui nous regardent. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée. Vous retrouverez Amal Almi demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Au revoir.